Le sésame du Burkina Faso est menacé de perdre son rang de troisième produit d'exportation. C'est une filière confrontée à des difficultés, dont celle relative à des substances chimiques qui seraient détectées dans le sésame cultivé au Burkina Faso. Il faut sauver le sésame burkinabé, sinon les producteurs risquent de perdre des milliards de francs CFA par an. Constat et explications à suivre dans ce journal. Dans ce 20h, nous consacrons notre grand format à la sécurité technique des véhicules de transport. Nombreux sont ces véhicules dont l'état technique ne répond pas aux normes de la circulation, mais qui circulent sur les routes au Burkina Faso. Comment les propriétaires de ces véhicules parviennent-ils à obtenir la visite technique? C'est l'une des questions que nous poserons au directeur technique du Centre de contrôle des véhicules automobiles, invité de cette édition. À l'international, des églises orthodoxes célèbrent la fête de la Pâque. Cette fête se déroule selon des traditions propres à chaque pays. De la Russie à Jérusalem, nous vous proposons l'ambiance de la Pâque orthodoxe dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu cet après-midi des sénateurs américains. Ils disent être venus encourager le chef de l'État dans ses efforts de développement du Burkina Faso. Ils ont aussi traduit des encouragements à Roch-Marc Christian Kaboré pour ses actions visant à barrer la route au terrorisme. Le point de l'audience avec Omar Zombri. Une délégation de sénateurs américains en visite à Kosiam chez Roch-Marc Christian Kaboré. Conduite par le sénateur Christopher Coons, elle est venue encourager le chef de l'État et lui affirmer son soutien dans sa lutte contre le terrorisme et ses efforts de développement. To express appreciation and gratitude to President Kaboré. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma satisfaction et exprimer ma gratitude au président Kaboré pour les efforts et le travail qu'il fait. Et je voudrais aussi exprimer ma gratitude au peuple burkinabé pour ses efforts, pour son travail et ce qu'il entreprend pour lutter contre le terrorisme et aussi pour faire face aux différents défis qu'il peut rencontrer. Les sénateurs ont aussi parlé économie. Ils ont réaffirmé l'engagement et l'accompagnement des États-Unis d'Amérique dans la recherche des financements et la mise en œuvre du PNDS. Nous allons continuer à travailler pour renforcer le PNDS, voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des ressources afin que le pays puisse avancer. Et nous sommes en négociation pour déterminer quels sont les secteurs qui seront concernés, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'énergie, que ce soit l'éducation. Et vous vous rappelez que le Burkina Faso a déjà bénéficié d'un compact et qui a été un compact à succès, l'un des compacts qui a eu le plus de succès partout à travers le monde. Et nous travaillons en collaboration avec le pays afin de renforcer cela. Ces sénateurs sont au nombre de 5, dont 4 démocrates et 1 républicain. Ils ont apprécié positivement la liberté de presse au Burkina Faso. Pour eux, c'est un maillon important dans la démocratie. Le nouveau maire de Zouaga dans la région du Centre-Est a été installé dans ses nouvelles fonctions hier samedi. Il avait été élu lors des municipales complémentaires du 28 mai 2017. Le nouveau maire de Zouaga place son mandat sous le signe de la réconciliation et de la cohésion sociale dans sa commune. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence d'une forte délégation gouvernementale. On voit cela avec Siedi Lareyenne et Nathalie Sawadgo Nabaloum. C'est un conseil municipal composé de 28 membres, dont une femme. Ils s'engagent main dans la main à œuvrer dans la cohésion pour développer la commune de Zouaga. C'est parce qu'il y a eu des problèmes qu'il y a eu des élections complémentaires. Donc j'ai été élu à l'issue de ces élections-là et que ma première mission, c'est vraiment la réconciliation entre les filles et les fils de la commune de Zouaga pour qu'ensemble, on puisse en tout cas porter le flambeau et qu'on puisse relever les défis. Pour l'occasion, une forte délégation gouvernementale avec à sa tête le ministre d'État Simon Komporé, présente dans la zone pour s'imprégner de l'avancée des projets du programme du président du Faso dans le domaine de la voirie, de l'hydraulique, de l'éducation, de l'eau et de la santé, a saisi l'occasion pour encourager le maire et sa population. Nous avons apporté message de soutien, de paix, de fraternité de la part des plus hautes autorités de notre pays et recommander surtout l'union
pour qu'ensemble, nous puissions participer à la réalisation du programme du président du Faso dans des domaines qui comptent pour l'assainissement de la vie dans cette partie du Boulgou qui s'appelle Zouaga. C'est une nouvelle page de l'histoire de la commune de Zouaga qui s'ouvre et la population n'a pas marchandé sa participation pour marquer le retour à l'ordre normal des choses après la crise électorale. Tour à tour, chefs coutumiers, représentants des jeunes, femmes et anciens ont pris la parole pour exprimer leur satisfaction de la visite des membres du gouvernement, mais aussi égrener leur chapelet de doléances. Des écoles paillotes à la voirie, en passant par l'eau, la santé et des maisons des jeunes et des femmes, des réponses ont été données séance tenante. On a déjà promis à construire la maison des jeunes à Zouaga. Ça va être vraiment une première démarche qu'on peut faire pour participer dans la réalisation de projets communautaires à Zouaga. Et le ministre d'État Simon Comporé d'interpeller la population de Zouaga à repêcher l'union, la fraternité. Pour lui, rien ne peut se construire et se construire durablement sans la cohésion des fils et filles de la localité. Une délégation ghanéenne de la première commune du Ghana, située à une vingtaine de kilomètres de Zouaga, est venue témoigner sa solidarité à sa commune sœur. Face à face entre l'administration douanière et les associations et syndicats des petits commerçants des marchés hier du Burkina Faso. Au menu, les difficultés rencontrées par les commerçants dans les opérations de transit de leurs marchandises. Au terme des échanges, les deux parties ont rencontré la presse pour partager les conclusions de leur rencontre. Des précisions avec Kwale Nebié et Vincent Tchendrebego. La difficile circulation des marchandises dédouanées, la concurrence déloyale, les retards considérables causés par la nouvelle réglementation douanière sont entre autres les difficultés rencontrées par les petits commerçants. Pour y remédier, ils ont tenu des échanges avec l'administration douanière. À cette conférence de presse, ils font le point de cette rencontre avec la douane. Nous avons rencontré M. le directeur général avec une forte mobilisation de tous ceux qui payent, de tous ceux qui font la navette, pour voir comment ensemble on peut trouver des solutions. Mais il y a eu déjà des acquis. Et le commerce au niveau intérieur, ceux qui font la navette entre les chefs-lieux de liaison, où la douane a mené les gens, le directeur général nous a rassuré qu'il y a une réglementation. Ne serait qu'avec le bordeaux de livraison et avec même le reçu de quittance, on ne doit pas nous déranger. Parce que c'est des trucs déjà dédouanés. Notamment des retards que vous-même vous avez soulignés, que vous-même vous avez vu. Et il a pris que dès la semaine prochaine, ce problème sera réglé. C'est une première selon les petits commerçants qui s'estiment heureux et félicitent l'administration douanière pour sa disponibilité. Ils appellent par ailleurs leurs militants à collaborer avec la douane pour la mise en œuvre des dispositions prises. Dans l'actualité également, les acteurs de la filière Niébé de la province du Sondoma cherchent les voies et moyens pour davantage développer cette filière. L'une des stratégies déjà trouvées, c'est l'organisation d'une journée promotionnelle du Niébé qui s'est déroulée hier à Goursi. Thème de cette journée, développer des chaînes de valeur par le renforcement du partenariat entre les acteurs de la filière. Les autorités en charge des questions agricoles sont allées encourager les producteurs du Sondoma. Constantin Ouedraogo et Karim Bichenga. Le Niébé à l'honneur dans la commune de Goursi. Cette année, la province du Zondoma en a produit plus de 13 000 tonnes selon les services de l'agriculture. Mais à la production tout comme à la transformation de cette légumineuse, des difficultés demeurent toujours. En premier lieu, c'est la rareté des pluies, le manque des infrastructures de conservation, la cherté des intrants. Et puis encore, il y a le manque de points d'eau pour la culture des contre-saisons. Le ministre en charge de l'agriculture, patron des journées promotionnelles pour sa part, assure. Son département est à pied d'œuvre pour lever les obstacles au développement de la filière. Nous faisons face à toutes les difficultés et à chaque année, nous faisons un pas encore en avant. Mais le problème fondamental que nous sommes en train de vouloir résoudre, c'est l'organisation de ce monde rural. Quand on s'organise, avant même la production, on sait quelle peut être
les marchés, comment on va produire, combien on va produire, comment on va produire, comment on va transformer, comment on va écouler. Et la filière s'organise mieux. Nous sommes en train de faire cela et je pense que d'ici là, la filière va très bien se porter. La 5e édition des journées promotionnelles du Niébé du Zondoma a été aussi l'occasion d'encourager les meilleurs producteurs. Ils ont reçu du matériel composé entre autres de charrettes, de couscoussiers et d'intrants. La filière sésame, elle, a besoin d'être sauvée selon le constat qui se dégage sur le terrain. 3e produit d'exportation du Burkina Faso, la filière sésame risque de perdre ce rang à cause des difficultés qu'elle connaît actuellement. Au nombre de ces difficultés, des substances chimiques qui auraient été détectées dans le sésame cultivé au Burkina Faso. Les acteurs de la filière affichent leurs inquiétudes puisque les pertes sont estimées à des milliards de francs CFA. Plus d'explications dans ce dossier signé par Ouadro Jean Zongo et Moumouni Soubega. D'origine africaine pour les uns et indienne pour les autres, le sésame était produit pour des besoins purement sociaux dans plusieurs localités du Burkina. Dans les coutumes aussi, le sésame, c'était une culture, on fait la sauce avec cela. Il y a aussi des potions magiques, il y a aussi des remèdes de la pharmacopée. Et aussi, quand on voulait faire un repas à une personnalité d'un certain rang. Aujourd'hui, le sésame constitue le 3e produit d'exportation du Burkina après le coton et l'or. En 2017, les recettes d'exportation du sésame ont même franchi la barre des 100 milliards de francs CFA. Les principaux pays vers lesquels le Burkina exporte le sésame, c'est la Chine. Vous avez Singapour, vous avez le Japon, vous avez le Togo, vous avez la République de Corée, le Ghana. Donc c'est un produit à un fort potentiel exportable. Cependant, la filière est aujourd'hui confrontée à de nombreuses difficultés. Les recettes d'exportation ont connu une chute pour des raisons liées essentiellement à la baisse de la qualité du sésame burkinabé. Un sésame dans lequel on aurait détecté des composants chimiques. Il y a une quantité qui a été exportée et puis c'est avéré que bon, il y a quand même des traces de produits. On a été interpellé par le ministère de l'Agriculture et Apex aussi. Donc la qualité du sésame produit au Burkina est de très bonne qualité, donc en termes de contenu en huile. Mais malheureusement, à partir de 2014, donc nous avons des problèmes de contamination à l'imidaclopride. Selon des spécialistes, les substances détectées proviendraient de l'utilisation de produits chimiques comme les pesticides et l'herbicide dans les champs. Nous sommes en train d'informer et de former les producteurs là quels sont les produits appropriés afin d'éviter que cette matière active là ne soit sur notre sésame. Donc si possible, l'utilisation des produits qui n'ont même pas cette matière active. D'autres pointent du doigt la mauvaise conservation ou le problème du conditionnement. Les exportateurs, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Le moment qu'il a parlé, moi j'ai envoyé là-bas, c'est plus que 500 conteneurs que j'ai envoyés au Japon. Mon partenaire n'a pas dit qu'il a trouvé de ce problème. Ou c'est le sabotage, je ne sais pas. Sinon, en 2016, j'ai donné des échantillons, 25 échantillons de 25 provinces. Ils ont analysé, en tout cas, et dit que le résultat, c'est bon. Le sésame est de plus en plus sollicité et les spécialistes estiment que c'est une filière qui a de beaux jours devant elle, pour peu qu'elle soit prise au sérieux à tous les niveaux. Lorsque le sésame burkinabé quitte le Burkina certifié et qu'il va au port, nous ne savons pas qui ajoute du sésame pour transporter. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait que nous arrivions à comprendre et à savoir comment nous pouvons avoir la traçabilité du sésame en s'assurant que le sésame qui quitte le Burkina Faso arrive sous le label burkinabé au Japon ou bien en Chine dans les conditions sorties au niveau du Burkina Faso. Moi-même, j'ai voyagé 2 fois au Japon pour le sésame. Et on a été un peu aussi en Éthiopie pour voir comment effectivement ils sont organisés. On a été en Chine. Voilà, donc je pense que l'État vraiment est en train de fournir des efforts à travers
l'APEX, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'être regardant effectivement sur la qualité. Être regardant, c'est ce qu'il faut à tous les niveaux pour sauver le sésame burkinabé et mieux conquérir le marché international. Cela pourrait également contribuer à améliorer le classement du Burkina Faso dans l'exportation de ces oléagineux. Il occupe actuellement le 6e rang mondial après l'Éthiopie, le Soudan, le Nigeria, la Tanzanie et l'Inde. Au niveau de la filière coton, ce sont les intrants qui divisent la Sofitex et une partie des producteurs. Ces producteurs pointent du doigt la mauvaise qualité de l'engrais qui serait à la base de la baisse de la production cotonnière lors de la dernière campagne. L'engrais ou la pomme de discorde entre la Sofitex et les cotonculteurs, c'est un reportage signé Mané Kayen et Amadou Oulougé. Ils ont choisi de conserver quelques poignées de l'engrais en question comme pièce à conviction. Bienvenue chez les producteurs de Douhoun dans le Tuy. Bon, selon moi, la raison fondamentale, c'est l'engrais. L'engrais n'est pas bon. Nous nous rendons au sud-ouest du Burkina, notamment dans le bassin cotonnier de Djebougou. Ces producteurs de coton affirment avoir fait de bonnes récoltes, mais avec un autre type d'engrais différent de celui de Houndé. Ici, en tout cas, on n'a pas de problème d'engrais. Problème insecticide aussi, on n'en a pas ça. Après Houndé et Djebougou, nous nous rendons à Soubagagnédougou dans la Komoé. Ici, le principal coupable serait l'insecticide et non l'engrais reçu de la Sofitex. L'engrais que nous avons reçu, ce n'est pas la même formule que celui-là. Nous croyons que c'est l'insecticide en tout cas qui était à la base de notre échec. Si la Sofitex reconnaît qu'elle n'a pas suffisamment communiqué avec les producteurs sur cette nouvelle formule d'engrais enrichi en magnésium, elle rejette toutefois en bloc de soutenir la thèse selon laquelle elle aurait sciemment fourni de faux intrants aux cotonculteurs. Voilà, quand l'engrais divise la Sofitex et une partie des cotonculteurs, c'est le sujet du grand reportage dont l'intégralité vous sera proposée ce soir à partir de 21h dans le magazine 52 minutes sur la RTB, un magazine qui vous sera présenté par Simon Gongo. Autre point de l'actualité, et nous entamons notre grand format de ce dimanche, un grand format consacré à la sécurité technique des véhicules qui circulent au Burkina Faso. Des véhicules sans phare et sans autres feux de signalisation courent les rues du Burkina Faso. Ces véhicules qui ne sont pas en conformité avec les règles de la circulation empruntent allègrement les routes pendant la nuit et occasionnent souvent des accidents dramatiques. Faisons un constat sur l'axe Ouagadougou-Sabou et Ouagadougou-Tenkodougou avec Omar Zombri. Un cochon pendant sur un véhicule sans aucun feu de signalisation arrière. Nous sommes sur l'axe Ouagadougou-Sabou. Si, sous d'autres cieux, la vue de ce véhicule sans feu rouge est une scène insolite, sur cet axe, cela est devenu banal. Chose incongrue, cette voiture possède pourtant un pneu secours, mais pas de feu rouge. Preuve que l'on y accorde moins d'importance. Même cas pour ce gros camion de transport de marchandises. Que dire de ce camion qui ne possède qu'un seul phare et un seul feu rouge? Sur ce tronçon, l'on rencontre du tout et cela ne choque plus les chauffeurs. Souvent, on croise les véhicules sans phare, souvent sans feu rouge aussi. La majorité, ce sont surtout les belles. Des fois, je croise des véhicules sans feu rouge, sans phare. Et surtout les grands véhicules, comme les véhicules qui chargent de bois. Là. Souvent, on croise, il enlève le torse là, il allume le torse et puis c'est les véhicules de Ouabralo là. Voici le type de véhicule auquel fait allusion Issouf Diasso en parlant de Ouabralo. Un camion d'un autre âge utilisé pour convoyer le bois. Et des Ouabralo, nous en avons croisé au moins 2 et tous ont des défauts d'éclairage. Les défauts d'éclairage des véhicules sont souvent à l'origine des conséquences dramatiques et les chauffeurs en sont conscients. Ça peut créer un accident. Bon, si la voie est tout droit, on n'a pas que bon. S'il y a un tournant, un virage, bon, s'il n'a pas de feu rouge et brusquement vous le croisez, ouais, vous ne savez pas comment vous allez faire. Ouais, s'il y a un trou à côté, en voulant l'éviter, vous allez tomber dans le trou là. Souvent on croise ça anti-brouillard là, ça. Avant-hier même, moi je croisais une autre 10 tonnes. Et bien à Massana, c'est lui qui m'a croisé.
Donc, montrez-nous un peu. C'est lui qui a croisé. Pour Ousmane Kouala, ces défauts d'éclairage peuvent s'expliquer. Pour lui, l'état des routes y est pour quelque chose. Ce que des fois on croise, mais c'est dans les voies rouges. Comme la voie n'est pas bonne, tu peux marcher avec tes phares normalement, mais avec les escaliers, les consorts, ça peut faire que les escousses là, ça peut faire que tu peux finir des phares comme feu rouge aussi. Nous quittons l'axe Ouaga-Sabou pour cette fois nous rendre à Tenkodogo. À l'entrée de la ville, nous observons ces camions de passage sans feu rouge pour certains et pour d'autres avec un seul. À Tenkodogo comme à Sabou, le constat est le même. Beaucoup de véhicules en défaut d'éclairage circulent sans être inquiétés sur ces grands axes. La majorité des chauffeurs rencontrés demandent plus de fermeté à l'égard de ceux qui ne sont pas en conformité pour une plus grande sécurité routière. Voilà, on essaie de comprendre davantage cette situation avec notre invité. Nous recevons le directeur technique du CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles, M. Mamadou Diallo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors déjà, avec ce qu'on vient de voir, on aperçoit clairement qu'il y a un manque d'intérêt pour les aspects d'éclairage des véhicules. Comment vous expliquez ce désintérêt-là? Bon, merci bien. Il s'agit plutôt d'un problème lié aux caractéristiques techniques même des véhicules. Quand je parle de caractéristiques techniques, on parle beaucoup plus de l'âge des véhicules qui circulent. Vous savez que c'est des véhicules qui ont le plus souvent entre 25 et 30 ans. Vous avez vu tout à l'heure les véhicules de transport de bois de chauffe et de charbon de bois. Ils n'ont pas de pièces. Alors donc, ce type de véhicules, le CCVA n'a pas la possibilité de les exclure de la circulation. Mieux, le CCVA les accompagne. Et quand ces véhicules, nous les contrôlons suivant un protocole dit de visite technique, et le CCVA les accompagne, même en installant des catadioptres et des bandes réfléchissantes pour permettre aux autres usagers de les voir. Alors, donc ça fait que c'est un problème réel, un problème connu, et je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire qu'il faut aller vers un renouvellement de ce parc-là. Est-ce que vous voulez dire qu'à un certain âge, il est impossible donc de résoudre les défauts d'éclairage au niveau de certains véhicules? Ah oui, ces véhicules, ils ne peuvent même pas trouver les pièces de rechange. D'accord. Donc ils ne peuvent pas même entretenir donc, ces véhicules. Et que dit justement la réglementation sur tout ce qui est phare et éclairage de ces véhicules? Alors l'objectif donc recherché à travers l'éclairage et la signalisation, c'est de voir, de bien voir et d'être bien vu donc par les autres usagers. Alors, un éclairage approximatif ou voire inexistant est source d'accident. Alors donc, il faut nécessairement que les usagers, c'est-à-dire les transporteurs eux-mêmes, suivent leur parc. Et dans chaque société de transport, ils ont un service en charge donc de l'entretien de ce parc-là. Vous savez que nous faisons la visite technique donc par rapport à des périodicités, à des véhicules qui ont une périodicité de 3 mois, et 6 mois, 1 an. Donc, entre ces deux visites techniques, il appartient maintenant aux transporteurs et à ses services techniques de continuer à suivre l'entretien du véhicule. Alors, et quand je parle de réglementation à côté des véhicules dont les phares sont défectueux, il y a des véhicules aussi dont l'éclairage, on voit souvent qui éblouissent les autres usagers de la route. Que dit la réglementation? Alors, par rapport à la réglementation, je dis d'abord le fait qu'un véhicule, ce que les textes disent, doit disposer d'éclairage et de signalisation conventionnelle. Quand vous prenez un véhicule, par exemple, à l'avant, vous allez trouver les feux de route, les feux de croisement, et les feux de position et les indicateurs de direction. Alors, à l'arrière, il y a également les feux de stop, et les feux rouges et les indicateurs de direction. Mais ensuite, il y a les feux additionnels. Je reviendrai après sur ces feux additionnels. Donc, quand un véhicule se présente à la visite technique sans ces feux conditionnels et ces feux conventionnels, ils ne peuvent pas passer à la visite technique. D'accord. Alors, on voit le phénomène est courant, on voit tous les jours sur nos routes. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est pris avec beaucoup de sérieux? Parce qu'on constate qu'un véhicule peut rouler facilement de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso avec un seul phare. Est-ce qu'il n'y a pas un laxisme?
Bon, je dirais que par rapport à la mise en œuvre des textes au niveau du CCVA, nous appliquons scrupuleusement la réglementation en matière de contrôle technique par rapport donc à l'éclairage et à la signalisation. Alors, lorsqu'un véhicule quitte le centre de contrôle des véhicules, nous n'avons plus la possibilité de contrôler sur le terrain ces véhicules qui circulent. Il appartient... Vous voulez rassurer ici que le contrôle se fait chaque fois dans le respect des règles de l'art. Il n'y a pas aussi de laxisme même au niveau de vos services. Pour cela, surtout cela, en ce qui concerne, parce que l'éclairage fait partie des organes de sécurité du véhicule. Donc, il n'y a pas de laxisme à ce niveau. Et qu'en est-il du contrôle sur les routes? Bon, pour le contrôle sur les routes, c'est normal que, il faut qu'on interpelle soit les corps de contrôle, soit les transporteurs. Il faut sensibiliser pour amener l'ensemble des acteurs donc en charge de la sécurité routière à mener des campagnes pour s'assurer qu'un véhicule qui roule avec un seul phare ne puisse pas le faire dès qu'il franchit déjà les postes, le péage, et ainsi de suite, et en transport interurbain, même en transport urbain. Donc, le contrôle sur le terrain n'est pas du ressort du CCVA. D'accord. Alors, et quel message aux propriétaires de ces véhicules-là? Et que faut-il faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement durcir le contrôle, comme on vient de le dire, éviter qu'un véhicule ne fasse une longue distance sans être inquiété, même s'il possède un seul phare, comme on le constate? Oui, à mon avis, il faut le faire. Parce que je parlais tout à l'heure de l'éclairage additionnel. Quand vous prenez par exemple les anti-brouillards et les longues portées, c'est là où il y a le plus de problèmes. En principe, les anti-brouillards ne sont pas autorisés. C'est-à-dire que si on doit monter les anti-brouillards, c'est que les endroits sont définis par le constructeur. Et c'est à ce seul endroit qu'on peut installer l'anti-brouillard. Les longues portées ne peut pas avoir... Les longues portées sont installées aussi de façon anarchique. Vous trouvez des longues portées. Quand vous dites des longues portées en termes simples. L'éclairage longue portée. En fait, c'est des ampoules, c'est des phares qu'ils installent sur les ailes du véhicule, sur le toit même du véhicule. Vous trouvez 6 à 9 longues portées installées sur les véhicules. Et quand ils viennent à la visite technique, rassurez-vous, nous on les démonte. Ils ne peuvent jamais passer à la vitesse. Pendant la circulation, on constate également qu'ils remontent ces anti-brouillards et ces longues portées sur les véhicules. Vous les voyez souvent sur les véhicules de transport en commun de personnes. Vous les voyez également sur les véhicules de transport de marchandises. Donc, au niveau du contrôle technique, rassurez-vous que nous, on les démonte, mais malheureusement, quand ils sont dans la circulation, ils remontent ces longues portées, ces anti-brouillards. Donc, à vous entendre, il faudrait durcir le contrôle au niveau des routes et pas au niveau du CCVA. Absolument. Et je pense qu'il s'agit d'une conjugaison d'efforts. Nous avons des critères d'appréciation et c'est vérifiable. Quand un véhicule vient à la visite technique, on peut vous ressortir, par rapport même à l'âge du véhicule, par rapport à la constitution du véhicule, on peut vous dire exactement ce que le véhicule a comme problème. Merci beaucoup, M. Mamadou Diallo, pour tout cet éclairage. Je rappelle donc que vous êtes le directeur technique du CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles. Et nous poursuivons ce journal avec le balai citoyen qui veut impliquer les jeunes dans le suivi des politiques publiques au Burkina Faso. À ce sujet, le balai citoyen organise à Kaya un panel au profit des jeunes. Sujet évoqué à ce panel, la citoyenneté, la démocratie et surtout la stratégie pour impulser le changement. Roger Kam et Zouaviel Dabiré. Comment forger l'esprit citoyen en cette jeunesse et l'inciter au contrôle de l'action publique? La réflexion se mène depuis hier à Kaya autour d'un panel initié par le balai citoyen. Et pour le conférencier du jour, il s'agit d'expliquer les concepts de démocratie et de citoyenneté à ces jeunes avant de leur proposer des instruments et un mode d'action pour mieux contrôler les politiques locales de développement. Les jeunes, pour être présents dans l'arène publique, il faut qu'ils s'organisent. Donc, ce n'est pas un travail qu'on peut faire à titre individuel. Il faut s'organiser dans le cadre des associations, créer des coalitions, aller discuter avec les dirigeants locaux et voir dans quelle mesure les préoccupations de la jeunesse vont être prises en compte dans les politiques publiques. Donc, la jeunesse doit être une force de proposition et elle doit veiller à ce que les politiques publiques qui sont adoptées au niveau local puissent être implémentées sur le terrain et attirer l'attention lorsqu'il y a des failles, lorsqu'il y a des faiblesses. Des astuces qui donnent déjà des idées à Idrissa Ouedraogo et ses camarades. Ils comptent saisir cette opportunité pour s'inscrire dans une nouvelle dynamique, celle de fédérer leurs énergies pour l'atteinte des objectifs. La jeunesse
actuels commencent à savoir qu'est-ce que veut dire d'abord suivi citoyen. Ça, c'est déjà un acquis. Au niveau de nos élus, et aussi ils savent que non, il y a des jeunes qui s'organisent, qui se regroupent pour échanger. Et quand les jeunes s'organisent pour échanger et on part vers eux, ils trouvent que non, nous sommes organisés, il y a un changement. Et ce sont ces changements-là que nous pouvons dire qu'on a eu quelques atouts. On a compris que nous sommes appelés à suivre les politiques de notre pays, de nous approcher de la population cayalaise pour plus de transparence. Le rôle aussi qui est là est que nous devons lutter ensemble. Nous devons lutter ensemble pour le bien commun. La conférence se veut une contribution du ballet citoyen à l'éveil des consciences et à la formation politique de la jeunesse burkinabé, foi de Abdul Karim Saïdou. Et comment amener la jeunesse burkinabé à se détourner de la radicalisation et de l'extrémisme violent? Pour l'Union fraternelle des croyants de Dori, il faut nécessairement passer par la sensibilisation et la formation sur le bien fondé de vivre ensemble. L'UFC a donc organisé hier à Dori un atelier sur la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent au profit des jeunes de la région du Sahel. Le reportage de Ibrahim Kagone, Séni Touré et Lazare Sanou. La radicalisation, l'extrémisme violent préoccupent l'Union fraternelle des croyants UFC de Dori. L'Union a donc décidé de prendre le taureau par les cornes en formant les jeunes pour prévenir l'extrémisme violent sous nos cieux. Pour nous, cet atelier vise à accroître et à renforcer la résilience des jeunes, mais aussi à faire en sorte que ces jeunes qui sont bénéficiaires, qui ne sont pas l'ensemble des jeunes, soient des acteurs pour repliquer, pour former, pour engager d'autres jeunes restés dans les localités sur cette question de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent dans notre zone du Sahel, mais aussi de manière générale au Burkina Faso. Des initiatives saluées par les autorités de la région du Sahel, car ces activités s'inscrivent dans leur vision de la lutte contre la radicalisation. Vous savez que ce sont les jeunes qui sont généralement les cibles de ces mouvements extrémistes. Donc pour nous, penser à organiser un atelier pour les armer, pour renforcer leur résilience, à faire face à la montée de l'extrémisme, c'est déjà une des réponses que nous pensons être les plus à même à la prévenir contre ce danger. Ces jeunes sont issus des associations confessionnelles de la société civile des 4 provinces que compte la région du Sahel. Et pendant ce temps, la Fondation Mohamed VI des oulémas africains fait la promotion des valeurs islamiques fondées sur les principes de la tolérance et de la modération. La section Burkina Faso de cette fondation organise depuis hier à Ouagadougou un séminaire axé sur les valeurs prônées par le Coran, le livre saint de l'islam. À l'ouverture des travaux, les participants ont condamné les actes terroristes perpétrés au Burkina Faso. Moussa Ouedraogo, Ismaël Djoulouma, Sirima. Un bref cours sur les valeurs islamiques fondées sur le principe de la modération et de la tolérance a marqué le début du séminaire des oulémas du Burkina. Les séminaristes ont ensuite condamné les actes de barbarie orchestrés par des mécréants au nom de l'islam. Puis ils ont soutenu que la diversité doit être un facteur de rapprochement et de collaboration dans ce qui est bien. Les musulmans ont vécu avec toutes les communautés en Afrique. On n'a jamais eu de problème. Même dans une famille, tu peux trouver un musulman, un animiste, un chrétien. Chacun pratique sa foi, chacun pratique sa religion. S'il y a un événement social, tout le monde se retrouve en famille. C'est comme ça qu'on a vécu, on vivait ensemble dans notre continent. Ils appellent ainsi les musulmans à tendre la main aux autres communautés religieuses pour faire face à la menace de l'extrémisme violent. Il y a la place pour tout le monde dans ce monde-là. L'islam a dit pas de contraintes en religion. Nous, on nous demande en tant que religieux de transmettre les valeurs religieuses pour que les gens comprennent. Demander aux gens d'adorer leur Seigneur, qui est le Créateur, faire du bien, éviter le mal. Et puis le reste, on les laisse avec leur Créateur.
celui qui juge, celui qui est bienfaisant. Ce séminaire des oulémas vient comme un cadre de renforcement des connaissances islamiques basées sur l'amour du prochain. S'ils comprennent, ils vont appliquer, ils vont changer leur comportement. Si c'est trouvé qu'ils ne comprenaient pas beaucoup de choses, on va essayer de les faire comprendre les vraies valeurs de l'islam. Ce séminaire se tient sous la direction de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, une fondation qui compte actuellement des oulémas de 33 pays. L'événement Miss Université a connu son dénouement hier soir à la salle des fêtes de Ouaga 2000. La grande gagnante de ce concours de beauté physique et intellectuelle s'appelle Aïda Ouedraogo, étudiante à l'Institut africain de management IAM. Elles étaient 20 candidates à se lancer à la conquête de la couronne de Miss Université 2018. Revivons les temps forts de la soirée avec Konsun Koulibaly et Bouma Ernest Nebi. Notre Miss Université 2018, il s'agit de la numéro 15. Aïda Ouedraogo est Miss Université 2018. Après 4 passages dans différentes tenues et une allocution sur le thème jeunesse africaine et immigration, elle est arrivée à séduire le jury face à 19 concurrentes. Franchement, je pense que je suis dans un rêve parce que je n'arrive pas à croire vraiment. Les mots me manquent franchement. Je rends grâce à Dieu parce que je ne savais pas vraiment que j'allais avoir. Par la grâce de Dieu, je suis couronnée Miss Université 2018 ce soir. Anna Seik et Nadège Sanou, quant à elles, sont respectivement première et deuxième dauphine. Leslie Dio remporte le vote du public qui la consacre Miss Onatel. 2018 aura été une édition qui a tenu toutes ses promesses, selon le promoteur. Sentiment de satisfaction parce que c'est l'une des rares éditions où je vois que le coaching des filles a payé. Le coaching a fait, pourquoi? Parce que vous avez vu, les filles finalistes, elles n'ont pas failli au niveau du speech. Donc ça, vraiment, c'est une satisfaction personnelle. Toutes les innovations que nous avons apportées cette année, cela veut dire que l'année prochaine, on doit faire plus encore. La Miss Université Aïda Ouedraogo a 19 ans et est étudiante en première année de communication à IAM. Elle remporte un chèque de 3 millions de francs CFA, plus 3 autres millions offerts par les différents sponsors de l'événement. Un mot de l'actualité à l'international avant le sport. Les églises orthodoxes célèbrent la fête de Pâques. Cette fête se déroule selon des traditions propres à chaque pays. Suivons l'ambiance de la Pâques dans quelques églises orthodoxes, dont celle de la Russie et de Jérusalem. C'est une tradition étonnante. Chaque année, pour la Pâque orthodoxe, les habitants de Corfou jettent des pots en argile depuis leur terrasse. Sous le regard d'une foule de curieux, ce sont des centaines de jarres qui se brisent au sol. Une célébration qui remonterait à l'époque où les Vénitiens dominaient l'île entre les 14e et 18e siècles. On veut qu'à l'époque, à chaque début d'année, ils jetaient les affaires inutiles. Les Grecs les auraient transformés en pots d'argile et ont déplacé la tradition à Pâques. Autre pays, autre coutume. En Russie, pays également à majorité orthodoxe, la Pâque se déroule avec plus de douceur. Devant les églises de tout le pays, on peut acheter des koulitchi, gâteaux symbole de la résurrection de Jésus, mais aussi des œufs décorés. Ils seront ensuite à faire bénir par un pope. Pour ceux qui ont la chance d'être à Moscou, le patriarche Kirill mènera un office dans la plus grande cathédrale de la ville, celle du Christ Sauveur. Et enfin, ce sont des milliers d'orthodoxes qui se sont rendus à Jérusalem. Ils viennent participer à la cérémonie du feu sacré dans l'église du Saint-Sépulcre, là où Jésus aurait ressuscité. Une cérémonie encadrée par les forces de l'ordre israéliennes. Des centaines de policiers ont dû être déployés. À présent, les informations sportives avec Lassina Sawadogo. Bonsoir Lassina. Bonsoir Nathalie. Alors, c'est un dimanche à sport bien fourni. On débute avec cette page du conclave, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération burkinabé de football, une assemblée générale qui vient de se terminer. Tout à fait, un dimanche 8 avril qui va rester dans les annales du football burkinabé, Nathalie. Une assemblée générale extraordinaire pour réviser les textes de la fêtière. Nathalie, les acteurs ont adopté de nouvelles dispositions de gouvernance. Et sachez par exemple que pour être président de la fédération, il faut avoir plus de 30 ans et moins de 70 ans désormais. Il faut être parrainé par 3 ligues et seul le président de la fédération burkinabé de football est élu, plus de scrutin de liste. Donc là-dessus, nous allons écouter, Nathalie, si vous le permettez, le président de la fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré, à l'issue de 8 heures de travaux.
La commission de réforme a proposé que dorénavant, seul le président du comité exécutif soit élu en assemblée générale. Quand vous avez plusieurs candidats qui se présentent, ils ont chacun des gens sur leur liste et si on doit voter pour une seule liste, ça veut dire que tous ceux qui figurent sur les listes concurrentes sont condamnés à attendre la prochaine élection pour avoir voix au chapitre. On dit que lorsque vous voulez être candidat à la fédération, vous devez être suffisamment connu des acteurs du football. Il faut qu'il y ait sur nos 13 ligues au moins 3 ligues qui vous parrainent, qui acceptent porter votre candidature. Voilà, et on a dit que une même ligue peut parrainer plus d'un candidat, ce n'est pas un problème particulier. Voilà, la Sina, et puis c'est le sprint final en ce qui concerne le championnat national de première division. Ce week-end, on a joué la 22e journée qui a débuté hier et qui se poursuit ou se poursuit aujourd'hui. Oui, qui vient de s'achever tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, Nathalie, il ne faisait pas bien de recevoir ce week-end. Tous les clubs qui recevaient sont tombés ou ont fait match nul. Défaite de l'Union sportive de Ouagadougou devant Raïmo cet après-midi sur le score de 1-0. Match nul entre le Raid Club du Kadogo et Bobo Sport, 1 but partout. L'USCO hier est tombé devant Majestic sur le score de 1-0 stade municipal de Banfora. Victoire importante, Nathalie, il faut le souligner, de l'Asfa Enega hier à Bobo Dioulasso face à la GEP sur le score de 1-0. Match nul entre les Faux et la SFB, le premier et le deuxième qui jouaient donc cet après-midi du côté du stade municipal. Et aussi, on vient de l'apprendre, match nul 0 but partout entre l'AS Police et le RCB. Une journée très pauvre en buts, 5 buts seulement de marquer pour cette 22e journée de face au foot. Voilà, très rapidement, la CAN féminine à Ghana 2018, les étalons dames étaient face à la Gambie hier. Tout à fait, on verra les images. Une victoire étriquée des étalons dames avant le match retour qui aura lieu donc mardi prochain. Regardez l'ouverture du score par les Gambiennes et puis l'égalisation par... On voit déjà le but de la Gambie donc marqué à la 23e minute et c'est Salamata Sempore qui va répondre. C'est un but à l'extérieur qui pourrait compter. Égalisation donc des Burkinabés par Salamata Sempore. Salamata Sempore encore donc va permettre au Burkina de prendre l'avantage avant le match retour à l'issue donc de ce premier match. Beaucoup de ratés du côté des Burkinabés, Nathalie, vous le constatez. Beaucoup de ratés. Un carton rouge enlevé, un carton rouge donc pour les Gambiennes. Et puis en fin de compte, le deuxième but du Burkina, 2-1 donc pour les étalons dames du Burkina avant le match de tout qui intervient, Nathalie. Mardi prochain seulement du côté de Banjul en Gambie. Alors très rapidement, Saorgo, il y a eu du cyclisme ce matin sur le boulevard Charles de Gaulle de Ouagadougou. Oui, tout à fait. On verra aussi les images du cyclisme pour la deuxième édition du Grand Prix du journal quotidien Aujourd'hui au Faso, et c'est un militaire, Nathalie, il s'appelle Abdoul Aziz Nikima. On voit d'abord les images d'une remise de don à maille de cette édition d'ailleurs, M. Amadé Beroudou, Nathalie, qui a remis et des chambres à air et des pneus à une équipe, la SIFA de Bobo Dioulasso. Vous savez que cette équipe-là a perdu son président, la Sina Traoré, qui est décédé en janvier dernier, et c'est Amadé Beroudou qui remet des dons donc à cette équipe. Et puis bien sûr, une enveloppe, tenez-vous bien, de 1 mois de salaire que remet M. Amadé Beroudou à l'équipe de l'AS SIFA. C'est un geste qu'il faut saluer à sa juste valeur. Merci à vous, Président. Et après lui, on verra d'ailleurs les images maintenant de cette course remportée, Nathalie, par Abdoul Aziz Nikima, donc de l'AS, de l'USFA de Ouagadougou, bien sûr. Il a remporté pour la 3e fois d'affilée donc les courses qui se déroulent sur le boulevard Charles de Gaulle. On y reviendra demain, bien sûr, dans RTB Matin et puis au magazine des sports. On parlera de tout cela. Et puis on va vous dire pour terminer, Nathalie, que le plus fort du monde est burkinabé. Il s'appelle Iron Bibi. Il a gagné, il a soulevé un poids de 213 kg du côté de la Grande-Bretagne. Merci beaucoup, Lassina Sorgo, pour toutes ces informations sportives. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, à partir de 21h, vous pourrez suivre 52 minutes sur la RTB avec Simon Gongo. La dernière édition du journal vous sera présentée par Draman Datia à 22h30. Merci de votre fidélité à la RTB.